intérieur avec Bernard Werber. Seriez-vous en train, monsieur, de devenir une sorte de mythe, celui qui concilie la science, l'imagination et l'éthique? Ce qui est sûr, Bernard Werber, c'est que vos livres touchent la sensibilité de la jeunesse actuelle, en France, comme dans l'Europe, et allons-y carrément, dans le monde entier. Votre secret d'alchimiste, l'art du récit sur les questions ontologiques, les questions essentielles que chacun doit se poser, et ces questions, chez vous, sont exprimées dans le langage le plus simple, mais avec de très grandes recherches sur le plan de l'imagination. 8 livres en 10 ans, depuis Les Fourmis en 1991, tous ces ouvrages chez Albin Michel, jusqu'à cet ultime secret qui est sorti en 2001, en passant par d'autres fourmis, mais comme elles ont trop tendance à vous coller à la peau, nous parlerons peu d'elles. Pour nous arrêter sur les thanatonautes en 94, je crois que c'est un néologisme de votre part, oui. Puis un coup d'aile rapide sur le livre du voyage, d'une ambition peut-être un peu forte pour vos moyens actuels, mais nous attendrons un livre du voyage 2 d'ici une dizaine d'années, et on vous retrouvera en pleine vigueur, en pleine force de votre art avec Le Père de nos Pères, qui a été publié en 98, ou bien L'Empire des Anges en l'an 2000. Les fourmis, la mort, le voyage vers le sens de la vie, la plongée vers les origines, les anges, le cerveau, oh là! Mais vous n'avez pas envie que nous nous endormions. Alors, nous allons donc, avec vous, j'espère, passer une heure de secousse et d'éveil, qui commencera par votre éveil à vous, Bernard Werber. Donc voici 40 ans, en septembre 1961, à Toulouse. Et vous avez même des souvenirs de la période prénatale, je crois. Ou bien vous exagérez ? Non, j'ai une fois fait une séance de relaxation très poussée dans laquelle on m'a dit « Essaie de te rappeler ta période dans le ventre de ta mère ». J'ai eu des images, des sensations qui me sont arrivées. Alors c'est le problème des romanciers, à quel moment c'est l'imaginaire, à quel moment c'est du réel, c'est un vrai souvenir, je sais pas. Mais en tout cas, en fermant les yeux durant cette séance de relaxation, j'ai eu l'impression d'être dans une poche d'eau, dans un univers plutôt marron, orange foncé, en train d'entendre des tas de bruits qui me semblaient agréables. Oui, des sons graves qui devaient être les sons de la digestion de ma maman. Et sa voix, tout simplement, qui passait à travers son placenta. Oui. Et elle jouait du piano. Et j'écoutais beaucoup, justement, on entendait tout à l'heure Schubert. J'écoutais Schubert, j'écoutais Chopin. Et je crois que l'influence de la musique a commencé à se faire sentir dès l'âge de moins 2 mois, moins 3 mois. J'ai remarqué d'ailleurs que, à la fin de la plupart de vos ouvrages, Bernard Werber, vous indiquez quelles sont les musiques qui ont inspiré vos livres, enfin plutôt qui ont suivi l'écriture du livre. Oui, parce que ces musiques m'ont bercé, et par moments je dirais que c'est la musique qui a fabriqué le style du livre. Je commence par sélectionner la musique. Par exemple, sur les thanatonautes, c'est très très net, c'était Prélude de l'après-midi d'un faune de Debussy. Je mettais cette musique très très fort dans mes oreilles, et ça me faisait l'effet d'un shoot, c'est-à-dire que j'avais la sensation de sortir hors de mon corps et de voler vers le paradis. C'est la magie de Debussy. Je me suis dit, il faut lui reconnaître, lui rendre hommage, et à la fin du livre, signaler, si j'ai eu l'impression de mourir et que j'ai pu vous transmettre cette impression par mon écriture, au point que vous avez vous-même l'impression de partir vers le paradis, c'est un peu grâce à Debussy. Et votre cerveau, votre sensibilité sont capables à la fois de recevoir la musique dans sa totalité et en même temps de se donner totalement à l'écriture du livre. Oui, parce que chez moi, le processus d'écriture fonctionne un peu comme une projection cinématographique dans mon cerveau. Je sais la scène que je vais devoir faire, par exemple ça va être une scène de bataille, je vais mettre une musique de bataille, et à ce moment-là, je tape tellement vite à la machine à écrire que c'est presque comme si j'étais moi observateur de la scène se fait toute seule, il n'y a pas d'effort intellectuel, c'est-à-dire je ne me dis pas il va falloir que je mette un joli mot là pour décrire cet instant, non, c'est des plans, c'est comme des plans de caméra, ça va très très vite dans ma tête et ça suit la musique, et quand je suis dans cet état-là, cet état d'excitation, je peux arriver à produire 20 pages en 1 heure. C'est arrivé en fin de compte à donner une certaine autonomie au cerveau. Et exactement. Donc c'est un jeu subtil et complexe entre la volonté et le moment où il faut lui laisser pousser des ailes et où il doit se débrouiller tout seul. Vous savez, je suis le premier
à ne pas comprendre ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Je suis le premier étonné de relire ce que j'écris. C'est un peu comme si c'était presque de l'écriture automatique, comme si je n'étais que le canal d'une onde qui me traverse. Et c'est une sensation extraordinaire. C'est une sensation de l'ordre de l'extase. C'est-à-dire quand j'écris, que j'arrive à ce moment où je m'oublie entièrement et je suis dans le film, c'est plus fort que la méditation. Je me sens tout puissant et en même temps j'ai l'impression de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose. C'est une sensation que je souhaite à tous les êtres humains. Je souhaite à chacun de trouver son art, son moyen d'expression et d'arriver à cet instant où on a un extase dans son art. Mais ça marche pas à tous les coups. Il faut avoir d'abord bien construit sa narration avant de faire ce travail, et aussi il faut bien avoir construit ses personnages pour qu'ils puissent vivre tout seuls. Si vous ratez votre personnage, au moment où vous mettez le film en marche, tout d'un coup il se met à bafouiller, il se met à dire des choses qui ne conviennent pas à son rôle, et là tout est en l'air. Oui, mais alors c'est un bon signe, parce que si vraiment le personnage a été bien trouvé, il va pouvoir s'exprimer quasi tout seul. Exactement. Oui, et par moments, ça me fait peur. Là, il y a une sorte de critère de vérité assez étonnant. Alors, Bernard Werber, on s'est un peu éloigné de votre enfance. Et je vous vois joyeux. Là, vous nous parlez de l'extase de l'écriture. Vous êtes en plus un auteur couronné, célèbre. Et pourtant, lorsque vous parlez de votre enfance, lorsque vous l'évoquez, vous parlez souvent d'un enfant angoissé. Ah ben, je suis un adulte angoissé aussi. Ça se cache. Bah, vous savez, le métier d'écrivain, c'est un métier de planqué, hein. On est seul devant son ordinateur à créer des mondes. C'est une manière aussi de ne pas être complètement dans le monde. Je suis conscient que c'est une fuite, voire une schizophrénie. Maintenant, si cette schizophrénie peut faire plaisir à d'autres, et si ça me permet de faire de l'art, c'est fabuleux. Je me sens privilégié. Mais c'est évident que je ne suis pas un enfant normal. Si j'étais un enfant normal, je ferais des choses normales et j'aurais un métier normal et je n'écrirais pas de livres. C'est parce qu'à un moment, je me suis senti dans un monde intérieur très riche et que j'ai eu envie de le cultiver, parce que le fait de lire des auteurs, le fait d'écouter des musiques me donnait des frissons de joie complets que j'ai eu envie à mon tour de créer. Mais c'est venu très vite d'ailleurs, cette envie. Oui, dès l'âge de 8 ans. Mais dès l'âge de 8 ans, en même temps qu'il y a eu cette envie, il y a eu un phénomène, je dirais, de renfermement. Au fur et à mesure que j'étais bien dans mes romans, dans mes histoires, dans les romans que je lisais, j'étais moins bien dans le monde normal. Je suis conscient que c'est comme une drogue. Mais il fallait que j'ai ces extases et ce plaisir à écrire et à lire pour pouvoir le transmettre après. C'est parce que je m'éclate en écrivant que les gens vont s'éclater en me lisant. Et je suis conscient que c'est un phénomène magique et pas normal, mais ce n'est pas une écriture... Comment dire? Je n'écris pas en me disant tiens, je vais faire un best-seller, je vais être un écrivain célèbre. C'est pas du tout comme ça que se pose le problématique. J'écris comme c'est comme une envie de pisser, c'est comme une envie d'exister, c'est une envie de survivre, c'est une envie d'échapper au monde. C'est presque le phénomène de la drogue. Pour moi, écrire est une drogue. On sent que c'est lié à une sorte d'état supranormal. Donc, voilà. On voit quand même quelques éléments, quelques ingrédients qui font que vous allez devenir écrivain, qui sont donc cette spécificité que vous avez de votre sensibilité. Ce goût effectivement d'entrer dans un univers qui vous comble, alors peut-être que l'univers extérieur, réel, ne vous comble pas, mais j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de l'atmosphère familiale. Est-ce que du côté de votre père, de votre mère, ou de frères et sœurs, si vous en avez eu, vous avez été poussé vers la lecture, vers l'écriture ? Je vais vous dire, déjà ma mère m'a donné le goût de la musique puisqu'elle était pianiste, et mon père m'a donné le goût de la liberté et de l'autonomie. J'ai eu des parents formidables, qui m'ont laissé faire ce que je voulais, qui ne m'ont pas stressé quand par moments il m'arrivait d'avoir des mauvaises notes à l'école ou de rater des examens. Et tout le monde est à l'écoute là. Non, je crois que je l'aurais pas dit que je passais. Mais non, je parlais pas d'eux. Je parlais de tous les parents inquiets. Non, je crois que ils ont respecté ma différence. Et je les remercie vraiment pour ça, parce que si j'avais des parents qui m'ont dit tu dois être avocat ou il faut que tu bosses et que tu aies des examens, je crois que j'aurais été cassé. Et là, je remercie vraiment mes parents de m'avoir fiché la paix, et je conseille à tous les parents d'essayer de respecter leur enfant dans sa différence, même si elle peut paraître un peu bizarre. Alors on reste toujours dans le domaine un peu de ces recherches d'un ailleurs qui étonne. Vous êtes intéressé à la civilisation des Mayas. Oui, je comprenais pas pourquoi les Mayas se sont suicidés. Je me suis dit, tiens, voilà une civilisation qui arrive à son apogée, et tout d'un coup, paf, ils décident, c'est fini, on arrête tout, on ferme la boutique. Ça c'est fascinant. Le destin d'un peuple, et ils se sont suicidés avant que les conquistadors arrivent. C'est ça qui est incroyable. Et vous avez une réponse ? Non, si ce n'est que je me suis intéressé à comprendre
notamment leurs horoscopes, puisque toute leur vie était basée sur des horoscopes, et à un moment, il y a leurs augures ont dit la fin du monde va arriver à telle date, donc on va se suicider juste avant. C'est l'explication qui semble la plus logique de leur autodestruction. Enfin, ça s'est pas fait sous forme de suicide, mais ça s'est fait sous forme d'acceptation d'un ils ont quitté leur ville, ils ont détruit leurs monuments, ils ont fui dans les campagnes, ils ont oublié leur langue, ils ont oublié leur civilisation. C'est étonnant. Et je me suis par la suite toujours intéressé à ces civilisations disparues qui avaient probablement des tas de choses passionnantes et qui n'ont pas pu les livrer. Et je crois que nous perdons énormément de ne pas connaître ce qu'ont fait nos ancêtres. Ce n'est pas valoriser ceux qui ne sont plus là. Quelque part, d'ailleurs, je crois que vous dites dans un de vos livres, peut-être dans Le Père de nos pères, qu'il faut se méfier quand même de la valorisation. Oui, il faut pas vivre sur le disparu. Il faut pas être passéiste. Il faut pas souhaiter que demain soit un autre hier. Mais par contre, si des gens ont trouvé des solutions dans le passé qui pourraient nous être utiles dans le futur, il est intéressant d'aller les connaître. Moi, j'étais fasciné d'apprendre le latin, d'apprendre le grec, de connaître ces civilisations passées, de m'intéresser aux spiritualités égyptiennes, hindoues, chinoises. Tous ces gens-là, à un moment, ont eu accès à une connaissance qui s'est un peu perdue. Il est intéressant de retrouver cette source. Comment ils ont eu à un moment l'étincelle. Le parfum dans votre vie. Le parfum, donc j'ai fait... Il y a une chose qui m'angoissait, c'est que l'écriture ne touchait que les yeux et le cerveau. Enfin, le cerveau dans son côté intellectuel. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une histoire qui s'écoute avec de la musique, mais aussi, pour être encore plus dedans, il faudrait fabriquer le parfum qui correspond à l'odeur de l'histoire. Donc j'ai pris des cours de parfumerie. Ça devait être alors que j'étais en classe de première. J'avais d'ailleurs des notes déplorables parce que je prenais des cours de parfumerie et d'imprimerie et que j'écrivais des histoires. Enfin, je faisais tout sauf faire correctement mes études. Et le parfum a un avantage, c'est que c'est un signal direct qui rentre dans le sang. Le son ou la lecture d'un livre ou la vision d'une image est interprétée par le cerveau. Mais là, quand vous respirez un parfum, les muqueuses nasales font entrer directement dans le sang. Donc c'est un art qui rentre dans notre corps. Et c'est ça qui m'intéressait dans le parfum. Donc j'ai fabriqué des odeurs qui correspondent aux ambiances de mes histoires, donc des odeurs de chocolat, des odeurs de marmites qui cuisent, des odeurs de rue la nuit. J'ai essayé de fabriquer des odeurs de rue la nuit. Des choses comme ça, ou des odeurs de neige. Et cet art du mélange, de la recherche justement d'un parfum, vous a aidé ensuite pour l'écriture ? Énormément. D'ailleurs, avant d'écrire, je dessine mes personnages, je dessine les scènes, je cadre mes scènes, j'essaie de m'entourer d'éléments faisant partie de la vie des personnages. Ça peut être le contact d'un tissu de soie qui va être le vêtement de mon héroïne. Alors je vais toucher la soie avant d'écrire. Il faut vraiment que je sois dedans. Il faut que je sois imprégné dedans. Je vais faire mes repérages. Là, sur l'ultime secret, je suis allé dans les îles de Lérins, je suis allé voir la morgue, je suis allé visiter toutes les forêts. Il faut que je sois dedans pour pouvoir en parler. Ballon pour voir ce que ça donnait, oui. Parce qu'il y a une scène où effectivement le ballon arrive. J'ai fait la montgolfière pour essayer de parler de la montgolfière le plus correctement possible. J'ai assisté à des opérations de trépanation du cerveau. Je ne peux parler bien de quelque chose que dans la mesure où je l'ai ressenti, pas vu, ressenti. Et quand vous voyez une opération du cerveau, il y a des odeurs. Quand vous voyez une opération du cerveau, il y a des sensations de peur, il y a des lumières, il y a toutes sortes, il y a toute une richesse. C'est donc tout le corps qui participe à l'élaboration d'un livre. Tout le corps qui participe dans l'élaboration d'un livre, et il faut que moi j'ai ressenti l'émotion pour que je puisse la transmettre à mon lecteur. Et surtout, je ne veux pas aligner des jolies phrases comme, vous savez, des perles pour faire un collier. Ce que je veux, c'est transmettre les sensations. Transmettre l'image, transmettre la musique, transmettre le bruit, transmettre l'odeur. C'est ça mon écriture. Si je devais définir mon style, c'est un style de transmission de sensations. En fait, pour quelqu'un qui se présente comme un mauvais élève, vous êtes un très gros travailleur. C'est pas vraiment du travail. Le mot travail vient c'était un supplice romain, le trépied, on pendait les gens par les pieds. Vous aimez bien l'étymologie. Oui, la connaissance du latin permet de comprendre plein de choses et permet de comprendre les mots qu'on utilise. Donc pour moi, le travail, c'est forcément quelque chose de pénible. Or, il s'avère que je serais prêt à payer pour pouvoir continuer d'écrire. Et seul sur une île déserte, même sans lecteur, je continuerai à écrire parce que c'est un besoin naturel. Et si j'écris pas, je déprime très très vite. J'ai pas pris de vacances depuis pratiquement 10 ans et
Pourquoi? Parce que chaque fois que j'écris mon personnage en montgolfière, je suis en montgolfière. Quand j'écris mon personnage est en train de nager dans l'océan Pacifique, je suis dans l'océan Pacifique. Et c'est parce que ça marche bien l'écriture que je n'ai pas besoin de le vivre. Mais je vous dis, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être une forme de schizophrénie. Mais j'en suis content. Quand on écrira le récit de votre vie, il suffira d'écrire le récit de vos personnages. Ah oui. Oui. Alors là, on aurait une des vies les plus passionnantes du siècle. Oui, d'ailleurs, je crois que j'écris pour être compris, pour que les gens me connaissent, pour qu'ils sachent ce que je ressens. Je suis dans chacun de mes personnages. En fait, même si ça parle d'histoires extraordinaires, ça parle aussi de fragments de mon cerveau, de fragments de ma pensée, de fragments de mon histoire. Je veux pas être exhibitionniste, donc je vais pas faire un livre dans lequel je vais mettre, moi, Bernard Werber, écrivain, je vais vous raconter ce qui est arrivé dans ma vie. Mais par contre, je vais raconter l'histoire de Isidore Katzenberg, qui, très jeune, commence à se passionner pour les rats ou se passionner pour les dauphins. Et à travers sa vie, je vais parler de la mienne. Mais je crois que ce que font beaucoup de romanciers. Beaucoup de romanciers, oui. C'est-à-dire que ça se fait par ricochet ou par système de miroir plutôt que de le faire par accès direct. Enfin, mais je suis conscient qu'il y a une part d'exhibitionnisme. Parfois ça vient même, enfin, peu importe, je veux dire, on n'est pas là pour porter des jugements moraux, mais pour savoir quel est le résultat. Voilà. Alors, nous avons dit que nous parlerions peu des fourmis, juste un peu quand même pour rappeler que vous avez commencé très tôt à vous y intéresser, juste après le bac. Oui. Et le livre a commencé à être élaboré à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'au bac, j'étais obligé d'aller le matin au lycée. Après le bac, par chance, j'étais dans une faculté où les cours étaient l'après-midi, et j'ai commencé à me fixer cette discipline de 8h à midi et demi le matin. Je ne fais qu'écrire. Et je me suis dit, c'est comme un muscle, il faut l'entretenir, comme des gammes pour un pianiste. Il faut, plus je vais écrire, plus ça va être facile d'écrire, il faut persévérer dans la continuité. Et je pense que mes premiers textes étaient très mauvais. Mais juste en persévérant, juste à force de recommencer sans cesse le même geste, j'approchais j'ai presque dit d'une perfection, de la recherche d'une perfection. C'est bien l'obstination. Ah oui. Oui. Nulla dies sine linea, vous qui êtes un bon latiniste. Oui, aucun jour ne doit passer sans une ligne, sans écriture. Mais si je dois donner un conseil à des jeunes écrivains qui veulent se lancer, c'est la régularité du travail. Même si au début on n'est pas doué, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration, rien que parce qu'on se met devant le bureau, face à la feuille de papier ou face à l'écran, il se passe quelque chose de magique. C'est comme si notre corps, sentant qu'il y a une demande, finit par amener les idées, finit par construire les mondes. Voyage dans l'imaginaire, Bernard Werber, mais quand même les États-Unis dans la réalité. Oui, en fait, j'ai jamais souhaité voyager. C'est presque des tas de situations qui m'ont amené à voyager dans le monde entier. Donc, je me suis retrouvé aux États-Unis, mais aux États-Unis, je me suis fait voler l'argent pratiquement dès l'arrivée à New York. Donc, j'ai continué. C'était plutôt la découverte du métier de clochard, puisque j'étais avec un copain, on s'est fait voler l'argent par un pickpocket dès notre arrivée. Et donc, on a fait quand même New York, Los Angeles, le Texas, le Mexique. On a fait tout ça en dormant dans des gares, en mangeant un repas tous les 2 jours. Et les États-Unis, pour moi, était l'expérience de la pauvreté absolue d'un pays dans lequel être pauvre est vraiment un handicap. Influence quand même d'une certaine forme de la littérature américaine qui touche les domaines que vous allez aborder. Alors la littérature américaine m'a nourri parce que la littérature, c'est surtout, j'allais dire, les auteurs de science-fiction américains me semblaient avoir un renouveau que je n'arrivais pas à trouver en France, c'est-à-dire une volonté d'explorer de nouveaux territoires. Et peut-être parce que les auteurs de science-fiction américains étaient aussi des scientifiques, et ça m'a tout de suite plu. C'est-à-dire Isaac Asimov, quand il parle, on sait qu'il connaît son domaine. Frank Herbert, quand il parle, on sait qu'il connaît son domaine. Philippe K. Dick aussi. Alors qu'en France, j'avais l'impression que les auteurs de science-fiction faisaient une sorte de style science-fiction avec des extraterrestres, des fusées, des lasers, mais qu'ils n'avaient pas d'informations scientifiques à transmettre. Et ça m'a beaucoup déçu. Voilà, d'où un de vos premiers métiers, d'être journaliste scientifique, ce qui va vous permettre effectivement d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la science. Oui, j'avais le fantasme des laboratoires, aller dans les endroits où se crée la technologie, où se crée le monde du futur, découvrir les types en blouse blanche et discuter avec eux pour qu'ils me racontent leurs petites anecdotes de travail. Ça m'a tout de suite passionné. D'ailleurs, vu que j'ai fait des études de droit, je me suis dit la meilleure manière d'aller dans un laboratoire à partir du droit, c'est la criminologie. Et j'ai fait des études de criminologie avant de faire des études de journalisme. Et la criminologie m'a permis de comprendre le rituel de la mort et de comprendre qu'à travers l'étude de la mort, on finissait par étudier les détails. Les cheveux, la balistique, les empreintes digitales. Ces cours de criminologie, en fait,
étaient des cours de James Bond. On apprenait à être des espions, on apprenait à comprendre l'armement, on apprenait à comprendre la mort, le passage à l'acte, et tout ça m'était très utile après pour faire des polars. On va retrouver d'ailleurs ces deux piliers dans vos livres, Bernard Werber, parce que d'un côté, il va y avoir quand même un récit de type roman policier. Voilà. Et à côté de cela, vous allez être un des premiers en France à introduire effectivement certains domaines de la science assez pointus, celle de l'origine par exemple, ou celle des cerveaux, dans vos propres textes. Exactement. Mais je me suis aussi aperçu que la science n'était pas la finalité du système. Et maintenant, c'est pour ça que j'aimerais inventer en fait un nouveau genre qui ne soit plus de la science-fiction, mais qui soit de la philosophie-fiction. Parce que je crois vraiment qu'au bout de la science, on tombe devant des impasses, et là on le voit bien maintenant, que ce soit le nucléaire, que ce soit la conquête de l'espace, ça ne suffit pas. Le vrai changement, la vraie science-fiction, c'est le changement de mentalité, le changement de morale, le changement d'ouverture d'esprit. Et dans tout mon travail, en fait, je ne parle que de ça, que de l'homme en train de muter pour élargir son esprit et avoir une nouvelle philosophie. Et ce qu'on voit actuellement, toute cette période de trouble, est une période, je crois, de transition, parce que nous sommes en train de muter, de devenir des êtres forcés de devenir plus conscients. C'est-à-dire qu'il y a quand même un dessin éthique dans tous vos ouvrages. Oui, il y a une volonté de faire que l'humanité aille dans la bonne direction avec mon petit niveau, ce que j'appelle la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Mais je crois que chaque être humain peut influer l'ensemble de l'humanité. Dans mes livres, je ne parle que de l'homme, je ne parle que de nous. Même quand je parle des fourmis, c'est les fourmis qui regardent les hommes. Quand je parle des anges, c'est les anges qui regardent les hommes. Quand dans l'ultime secret, je parle du cerveau, c'est comprendre l'homme à travers sa pensée, à travers sa cervelle. Et dans le Père de nos pères, donc j'essaie d'expliquer pourquoi un jour un homme, enfin un singe, a commencé à recevoir ce formidable cadeau qui est la conscience. Mais le thème de tous mes livres, c'est l'homme conscient en mutation. Et vous évoquiez l'océan. Alors. Bernard Werber, une musique liée à l'un de vos livres. Oui, c'est une histoire formidable. C'est que je connaissais Loïc Etienne, qui est l'un des fondateurs de SOS Médecins et qui est un passionné de musique. Et quand il a lu le livre du voyage, il m'a dit: Bernard, si tu veux, je peux essayer de réfléchir à faire une musique dessus. Et il m'a proposé un petit air, c'était tan ta tan ta 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 tan. Et il m'a joué au piano. Et 3 semaines plus tard, il avait composé tout le CD, 1h20, sur les 4 thèmes qui sont le monde de l'eau, le monde de la terre, le monde du feu, le monde de l'air, qui sont les 4 thèmes du livre du voyage. Et il m'a dit, voilà, si des gens veulent avoir l'effet complet du livre du voyage, là, chaque instant du CD correspond pratiquement au mot à mot du livre. Bon, le problème, c'est qu'il a été mal distribué. Je crois que le distributeur est parti, était un escroc, est parti avec la caisse. Donc maintenant, je crois qu'on peut trouver ce disque uniquement sur mon site internet. Il y a un endroit où il écrit la musique du livre du voyage et il faut lui commander pratiquement pièce par pièce. Mais c'est une histoire extraordinaire. Moi, j'aimerais bien recommencer ça, c'est-à-dire que des gens fassent des musiques à partir de mes livres. C'est le retour. C'est-à-dire, j'ai été nourri par la musique, ça m'a donné le livre donne à nouveau une musique. C'est un livre très ambitieux, le livre du voyage. Non, c'est une expérience. Oui. C'est une expérience. Pardon de l'originalité, dès le point de départ, c'est le livre qui parle.
Hein, oui. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui est quand même... C'est la deuxième personne du singulier, c'est le livre qui dit... relativement incongrue, oui. Il dit bonjour lecteur, on va discuter tous les deux sans tenir compte de l'auteur, on oublie l'auteur, c'est juste moi le livre de papier et toi l'auteur et on va faire un truc ensemble. Toi le lecteur, vous venez de dire toi l'auteur. Toi, excusez-moi, toi le lecteur. C'est un lapsus amusant, mais Oui. on n'est pas là pour faire de la psychanalyse de Monoprix, mais c'est amusant. Mais le mot psychanalyse est assez intéressant parce qu'en fait, ce livre est issu de... À l'époque, j'hésitais à faire une psychanalyse, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mon art particulier qui est l'écriture pour m'auto-psychanalyser. Et je me suis dit, tiens, pour m'auto-psychanalyser, il faut une distance. Donc j'ai inventé un livre qui me parle et qui me dit, Bernard, essaie d'imaginer un endroit où tu te sens bien. Bernard, essaie de te souvenir des meilleurs instants de ta vie. Essaie de comprendre d'où tu viens dans l'histoire de l'humanité. Essaie de comprendre l'immensité du cosmos. Et je me suis fait une sorte de super séance de psychanalyse avec un livre qui me demande de faire ce que je pensais que le psychanalyse allait me demander de faire. De retrouver dans mon passé les nœuds, essayer de les dénouer, essayer de comprendre mon rapport aux autres, essayer de comprendre dans quelle époque je vivais. Et à la même époque, je découvrais l'hypnose, à la même époque, je découvrais la relaxation. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre toutes ces découvertes dans ce livre-là, le livre du voyage. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce livre, en fait, je ne voulais pas du tout le publier. Et j'avais transmis à mon éditeur pour lui dire, tiens, regarde ce que ça donne. Et quelques temps plus tard, je me suis aperçu que l'éditeur l'avait programmé. Oui. Et là, je me suis dit, bon, c'est le destin de ce livre, il sortira, mais il n'était pas été conçu pour ça. C'est l'histoire de vos interrogations et des passages, disons, de maison en maison. Donc, éventuellement, la maison du passé, la maison des éléments, la maison de l'air, la maison des peurs, si on affronte ses peurs. Oui. Un faux sage, même, d'ailleurs, où montrer que c'est la sagesse qu'il représente par rapport au mouvement que vous voulez initier, que cette sagesse est une sagesse figée, avec cette phrase que j'ai relevée qui est importante, le doute et la curiosité sont plus forts que la croyance et l'érudition. Oui, et ça, j'ai l'impression que c'est aussi un point fondamental dans ce qu'on pourrait appeler votre philosophie, en tout cas le message que vous avez envie de transmettre, c'est un message de mouvement, de remise en question, et surtout pas un message d'arrêt sur une certitude. Oui, ce que je voulais dire avec ce faux sage, c'est n'attendez pas que les autres pensent à votre place. Vous êtes tous capables de trouver vos solutions par vous-même. Par contre, le travail du sage est de proposer différentes solutions, voire de poser différemment la question. Mais il ne faut pas attendre que quelqu'un vous apporte les réponses à votre vie. Et si quelqu'un avait la prétention de vous dire vous devez vivre comme ça, il faut se méfier de ces gens-là. Dans tout mon travail, il y a cette problématique du questionnement. Mes livres sont là pour poser de nouvelles questions, pour ouvrir l'esprit, pour vous donner de nouvelles idées. En aucun cas, je ne suis là pour vous dire, tenez, l'origine de l'humanité, c'est le croisement, par exemple, d'un cochon et d'un primate, ou je vais vous dire, après votre mort, vous allez sortir de votre corps et vous allez aller vers le paradis, vous allez être jugé pour vos bons ou vos mauvais actes. Ce que je vais dire, c'est, tenez, regardez, les religions racontent ça, et réfléchissons par nous-mêmes, est-ce qu'on se sent concerné par ça ? Et dans le livre du voyage, ce que je voulais dire, c'est, interagissez avec votre propre histoire. Chaque lecteur a sa propre histoire, son propre vécu, ses propres convictions. Et le livre du voyage va proposer de réfléchir sur ses propres convictions. Ne va pas en proposer d'autres. Ça veut dire que chacun d'entre nous est capable, en fin de compte, selon vous, d'arriver à trouver sa propre réalisation. Oui. Je crois que chacun d'entre nous est un sage, a beaucoup de spiritualité. Seulement, c'est les peurs, la peur d'être jugé par les autres, la peur de faire des bêtises, la peur de se tromper, qui font qu'on se dit, tiens, lui, il a l'air de savoir mieux, donc je vais lui confier mon destin. Et le livre du voyage est un appel à reprenez la maîtrise de votre vie, ayez confiance en vous, et puis affrontez vos peurs, essayez de trouver des endroits où vous vous sentez bien. Comprenez bien que si vous êtes né, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes né. Trouvez votre propre mode d'emploi. Découvrez par vous-même, mais ne soyez pas un révolté absolu, puisqu'à un moment donné, un des conseils principaux est ne t'attaque pas au système. Le système, de toutes les façons, sera plus fort que toi, donc il est mauvais, sache-le, essaie de le contourner, mais ne l'attaque pas de front. Non, il faut le démoder. C'est-à-dire il faut montrer que ce règne des vieillards accrochés à leur trône est un règne ancien. Il ne faut pas leur dire « dégage papy, c'est moi qui vais prendre ta place ». Il faut juste dire « le monde a changé, maintenant il y a de nouvelles idées, on va utiliser ces nouveaux outils pour fabriquer de nouvelles règles du jeu ». Voilà, c'est comme ça que ça doit se présenter. Et je suis fondamentalement non violent, et je considère que dès le moment où un message a besoin de la violence pour passer, c'est que ce message est
dès le départ erronée. Et l'un de mes personnages, notamment dans Le Père de nos pères, dans L'Ultime Secret, cherche la voie de moindre violence, c'est-à-dire la voie du futur, dans laquelle il y aura besoin du minimum de barbarie pour pouvoir évoluer. Voilà, Sachant que chaque fois... Isidore Katzenberg, Voilà. qui est un grand solitaire, qui vit dans un château d'eau, qui apparemment se montre insensible au charme de la jeune et belle Lucrèce, jusqu'au jour où, je laisse 3 petits points, on verra la réponse dans L'Ultime Secret. Mais allons d'abord les retrouver dans Le Père de nos pères. C'est donc une histoire qui commence par un crime, donc on est apparemment dans un roman policier avec 2 journalistes qui vont enquêter, donc ce ne sont pas des policiers qui enquêtent, ce sont des journalistes qui enquêtent, comme si la police était absente de cette réalité-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez nous montrer à travers cette enquête les différentes hypothèses à propos du chaînon manquant entre l'animal et l'homme. Oui, je voulais surtout montrer qu'il y a une langue de bois en science que j'ai vraiment découvert en étant journaliste scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tout d'un coup s'approprient, voilà, notre origine c'est ça, ils vous le disent, et il n'y a plus de contradiction parce que c'est le type qui passe à la télé, donc s'il passe à la télé c'est qu'il a raison. Et les théories sur l'origine de l'humanité, il y en a des centaines, il y en a certaines très amusantes, il y en a certaines qui sont difficiles à vérifier, comme le fait peut-être que nous venons de l'espace. Quand je dis nous venons de l'espace, ça ne veut pas dire que des petits hommes verts ont débarqué un jour et sont devenus des êtres humains, mais ça veut dire que c'est la théorie de la panspermie, c'est-à-dire que les météorites amènent des acides aminés, amènent des sortes de petites molécules qui ont interagi avec les molécules qu'il y avait sur Terre. Et ça, c'est une théorie qui est de plus en plus admise. Ah oui, elle n'est pas farfelue, celle-là. Beaucoup de scientifiques Voilà. la développent. Exactement, mais on pourrait très bien imaginer qu'un des produits amenés dans l'espace ait fait muter un primate. Comme le prion en train de faire muter l'homme, comme toutes sortes de produits ou d'ondes interagissent sur nous. Ou éventuellement une maladie. Ou éventuellement une maladie. C'est une hypothèse intéressante, oui, parce qu'en face d'une maladie, l'homme est obligé de développer des potentialités qui, sinon, seraient restées en sommeil. Exactement, il y a même des théories sur l'inceste, c'est-à-dire que en fait nous serions une sorte de mongoliens entre chimpanzés. Un papa chimpanzé aurait fait l'amour avec sa fille chimpanzé et la déformation aurait donné l'homme. Il y a plein de théories très amusantes. Nous serions donc des animaux dégénérés, on se prend pour la norme alors qu'en fait on est un tas de malades. Il y a même, si j'ai bien compris, une théorie d'un certain, attendez, laissez-moi retrouver mes notes, d'un certain Bernard Werber aussi, qui a sa propre théorie. Bon, là maintenant vu que le livre est déjà sorti, je peux la présenter un peu. C'est que j'étais étonné quand j'ai fait des recherches sur les greffes de m'apercevoir que le seul animal dont on tolérait bien les greffes, c'était le porc. La peau du porc est pratiquement similaire à la peau humaine. Selon les premiers jésuites, le goût du porc est exactement similaire au goût de l'homme. Et le porc est un animal très intelligent. Et là, je me suis dit, c'est troublant. Quel est notre rapport avec cet animal que nous méprisons tant et pour lequel nous avons autant de dédain ? Et je me suis aperçu que nous avons peut-être des similitudes dans le code génétique qui ne sont pas expliquées par Darwin, qui ne sont pas expliquées par les généticiens. Donc j'imaginais que nous soyons issus du croisement d'un primate et d'un suidé, c'est-à-dire des ancêtres des porcs, une sorte de phacochère, et que notre mère donc serait une truie et notre père serait une sorte d'australopithèque, et ce qui expliquerait qu'on ait cette peau rose, que certains d'entre nous se comportent comme des porcs, qu'on dise que dans le cœur de tout homme il y a un porc qui sommeille, mais aussi que nous ayons cette intelligence, parce que les porcs sont beaucoup plus intelligents, par exemple, que les singes. Oui. La relation homme-porc a déjà été faite avant vous. Ah non, je ne savais pas. Elle était faite justement sur le plan génétique. Ah oui, je croyais que vous voulez me dire qu'il y avait un autre livre qui parlait... Oui, évidemment. Oui. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris effectivement ces similitudes et puis vous avez poussé cette hypothèse à son extrême. Voilà, pour en faire un roman, essayer d'imaginer un Adam et Ève qui soit Adam primate, Ève cochonne, et Abel et leurs enfants seraient donc des hybrides, des croisements qui peu à peu se sont sélectionnés pour arriver jusqu'à nous. Alors parlons de Lucrèce et Isidore, parce qu'on va les retrouver dans l'Ultime Secret et peut-être même dans un ouvrage suivant. Oui, c'est un peu. On a l'impression que ce sont des personnages qui vous habitent, donc. C'est un peu mon Sherlock Holmes, c'est Dr. Watson. Alors, Lucrèce, elle est rousse, elle a de très beaux cheveux, elle est sémillante, mais elle a un sacré caractère. Ça me semble représentatif des nouvelles femmes. On a actuellement. Ah bon, elles sont comme ça ?
elles sont dynamiques, elles sont agressives, elles sont des guerrières. Ouais. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de femmes guerrières et il y a une nouvelle génération d'hommes démissionnaires. C'est-à-dire que les hommes ont envie d'être tranquilles et les femmes ont envie de conquérir des territoires. Il y a un croisement qui s'est fait, c'est très récent, ça doit être un effet post-féministe, mais pour moi c'était source, en tout cas, de faire de nouveaux personnages, c'est-à-dire une femme qui fonce tout le temps dans l'aventure, dans le danger, et un homme qui la regarde de loin en essayant de comprendre exactement ce qu'elle veut faire et en essayant de l'aider juste en l'apaisant et en l'aidant. Mais ce couple, Isidore et Lucrèce, en effet, je compte le réutiliser parce qu'il m'amuse beaucoup et qui me semble représentatif aussi d'une nouvelle manière d'être dans le monde, sortir des étiquettes. La femme n'est pas forcément la petite chose fragile qui est derrière en train de dire « Oh James, qu'est-ce que vous êtes courageux ?» Non, elle peut être en train de dire « Bon Isidore, tu pourrais me donner un coup de main pendant que je suis en train de me battre avec les méchants, au lieu de rester là les bras croisés. » Oui, alors, moi je la vois plutôt comme ça. On pourrait s'amuser, moi je cherche pas du tout à vous chipoter sur ce plan-là, on pourrait s'amuser parce que Lucrèce se met quand même d'elle-même dans des situations impossibles et heureusement qu'Isidore arrive. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, mon bon Isidore. Isidore... Oui, mais il est plus, justement, il est quand même plus raisonnable, plus lucide, et qu'elle. Il est plus âgé aussi. Il y a déjà une différence. Grosse différence. Moi, je le verrais, je dirais un Isidore à 35 ans et une Lucrèce à 25 ans. Ils peuvent avoir 10 ans de différence. Mais Isidore est aussi un peu revenu de tout. Lui, il a été journaliste et il a renoncé au journalisme il a renoncé à la vie en rédaction pour devenir journaliste indépendant. Et puis, lui, il est un peu misanthrope. Il n'aime pas les foules, il n'aime pas toutes les mondanités. Il est profondément déçu par l'humanité à cause de la violence. Oui, mais à un point encore plus fort que moi. C'est-à-dire, j'ai essayé d'imaginer un être qui soit encore plus choqué par tout ce qu'il entend le matin aux informations. D'ailleurs, le problème d'Isidore, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'écouter les actualités. Et chaque fois, ça le met dans un état d'abattement total. Et comme il dit souvent, je vois pas pourquoi on enquête sur un meurtre, alors chaque fois qu'on allume la télévision, on voit des choses ignobles qui se passent partout, et du coup, il a presque envie d'arrêter l'enquête. Et c'est vrai, pourquoi enquêter sur un meurtre il est en retrait, et à chaque fois, l'histoire, le récit, les circonstances font qu'il est obligé de repartir. Oui, et Lucrèce, parce que mine de rien, il a un rapport avec Lucrèce qui est un peu bizarre, je crois qu'il est un peu fasciné par Lucrèce, par sa jeunesse, par son dynamisme, et même s'il est tout le temps là en train de dire vous perdez votre temps à vous battre contre des moulins à vent, en fait, il l'admire. Et il y a un rapport, je crois, de très grande estime entre mes deux personnages. Lucrèce admire la sagesse, enfin la bonhomie d'Isidore. En même temps, elle est touchée par sa sensibilité. Et Isidore, de son côté, par moments, regrette de ne pas être encore plus courageux comme Lucrèce pour foncer dans la gueule du loup pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, plusieurs ingrédients dans cet ouvrage. Donc voilà, on l'a vu. Il y a les hypothèses sur l'origine de l'homme, le père de nos pères, ce fameux chaînon manquant. Que s'est-il passé? Un météorite est venu? Est-ce que c'est venu de l'extérieur? Est-ce que c'est venu de plaques telluriques qui ont bougé, qui ont fait que l'homme a été obligé de s'adapter à de nouvelles situations géographiques, etc., etc. Donc ça, vous les énumérez, puisqu'en fin de compte, chacun des suspects du crime représente une de ces théories. Donc vous arrivez à concilier les deux, c'est-à-dire le côté roman policier, et en même temps, tout ce côté didactique qui est si important chez vous. Vous avez bien porté des informations. Ah oui. Mais autre originalité, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'Ultime Secret, c'est que vous avez deux histoires en parallèle. C'est que au moment où, en même temps qu'il y a cette recherche de l'éventuel coupable de ce crime, il se passe quelque chose justement dans la savane. Exactement. Alors dans Le Père de nos pères, j'avais en effet un récit parallèle qui est l'enquête de nos jours pour essayer de savoir ce qu'est le chaînon manquant. Et ce qui m'amusait, c'était de faire en parallèle le chaînon manquant qui raconte sa vie de tous les jours, mais on ne sait pas qui il est, mais on sait ce qu'il fait. On sait qu'il chasse, on sait qu'il a peur des lions et des hyènes, on sait qu'il a des difficultés à survivre dans la chaleur, à survivre dans la boue, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Donc on entend penser. Et c'est au lecteur, ça me semblait un jeu intéressant, d'essayer de déduire à travers les actes de sa vie, le fait qu'il cherche les puces par exemple sur les autres, le fait qu'il ait peur des oiseaux, qu'il ait peur des grottes. C'était à lui d'essayer de comprendre quelle pouvait être l'allure de ce chaînon manquant. Ça m'amusait beaucoup. J'aime bien les récits parallèles parce que ça me permet aussi à peine, dès que la tension est au maximum, cut, je coupe comme au cinéma et je passe à l'intrigue parallèle qui elle aussi va monter, ce qui fait que ça maintient le lecteur tout le temps en tension. Ça pousse au tourner de page.
Pour moi, la grande angoisse, c'est que le lecteur laisse le livre à mi-parcours en se disant bon, là c'est un peu long, je vois pas très bien où ils vont, je laisse tomber, je passe à autre chose. Ça, c'est mon angoisse. Donc il faut tout le temps que ça aille vite, ça fonce, et que le lecteur ne puisse pas savoir ce qu'il va y avoir dans la page derrière. Ah bah, vous êtes très vigilant à l'égard de votre lecteur. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, les lecteurs vous le rendent bien. Vous n'avez pas à vous plaindre de ce côté-là quand même. Je dois avouer que c'est vraiment sur l'ultime secret que j'ai vraiment senti qu'il y avait une grande masse de gens qui me suivaient. Parce que plus que sur les autres, en fait. Plus que sur les autres, parce qu'il est arrivé, et là vraiment ça m'a touché au plus haut point, il est arrivé numéro 1 devant le concours, à la semaine de sa sortie, alors qu'il n'y avait aucun média qui l'avait évoqué. Et ça, je me suis dit, bon sang, il y a des gens qui sont attentifs à ce point, de voir le livre en librairie, ils réagissent. Et là, j'ai eu une sorte d'élan, ça peut paraître puéril ou démagogue, mais j'ai eu un élan pour cette famille-là. C'est ma famille. J'écris pour eux. Quand je sais pas, je doute, je me dis, bon, peut-être après tout, j'aurais peut-être laissé tomber. Non, je crois que j'ai un devoir par rapport à mes lecteurs, au-delà de ma propre vie, qui est de continuer à leur faire plaisir. Et à votre égard, un sentiment de fierté qui peut devenir un jour dangereux, l'ego qui se gonfle. Non, c'est la faute de La Fontaine. Avant de naître, j'ai dû prendre un vaccin contre l'ego. Vous êtes sûr ? Mon problème, oui. Non, mon problème est... Un vaccin qui dure ? Mais non, mais mon problème, c'est plutôt c'est le contraire, c'est-à-dire que j'arrive pas à me prendre moi-même au sérieux. Mais c'est pour ça, d'ailleurs je disais tout à l'heure, j'hésitais à aller faire une psychanalyse, c'est pour ça, c'est-à-dire j'arrive pas à me dire, attends Bernard, t'es un grand écrivain et tu fais des trucs qui font rêver les gens. Je me dis, je suis un artisan, il faut que je continue à faire mon histoire, je n'arrive pas à comprendre qui je suis. Je crois que il faudrait peut-être un jour que je prenne finalement des vacances, un mois de vacances, que je parte sur une île déserte, et puis que là, j'oublie la civilisation, et là, je pourrais peut-être prendre conscience de ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est comme si ça arrivait à une autre personne. Je ne me sens pas concerné par le côté grand écrivain. Ça n'a aucune importance. Même quand on me dit j'adore vos livres, c'est à peine si je me dis tiens, on parle de moi. Pour moi, on parle de mes livres. Donc on parle de ma production, de mes petits bébés qui sont là. Alors continuons à parler de vos bébés. Avant d'aborder l'ultime secret de votre dernier ouvrage, nous voyons 2 autres livres aussi qui forment un couple, Les Thanatonautes et oui. L'Empire des Anges. Donc là, à nouveau, vous avez essayé de créer une sorte de diptyque. Voilà, triptyque. Ça faisait des trilogies, c'est-à-dire que les fourmis, c'était les fourmis, le jour des fourmis, la révolution des fourmis. Il y en a 3, oui. Et là, pour l'instant, il n'y en a que 2, c'est les Thanatonautes, l'Empire des Anges, mais je suis précisément en train d'écrire le 3e, qui serait le Royaume des Dieux, pour l'instant, enfin, le titre est à voir. Et quand j'ai un monde qui est suffisamment riche, j'ai besoin de 3 livres pour l'explorer à fond. Mais quand j'écris les Thanatonautes, au début, ça devait être un livre autonome, de même que quand j'écris les fourmis, ça devait être un livre autonome. C'est à la fin que vous avez senti le besoin d'un second. Oui. Voilà. Et c'est à la fin du second que vous sentez le besoin du 3e. Oui, parce que 2, justement, diptyque, ça me semble un peu bancal, malgré tout. Je crois qu'il faut 3 axes pour arriver à ce que ça soit bien stable. Oui. Mort et ange. Mort et ange et Dieu, pour le 3e élément. Mais les Thanatonautes était un grand challenge, parce que ça devait être le livre qui devait me permettre de sortir de l'imagerie fourmi, que vous évoquiez tout à l'heure. Et on en a parlé très peu. Et je crois que je suis allé un peu trop loin. D'abord, le titre, les Thanatonautes, les gens n'arrivaient pas à le prononcer. Et l'idée de parler de la spiritualité d'une manière laïque, de parler des near-death expériences sans vouloir dire « vous devez croire qu'il y a une lumière et un tunnel », mais juste en disant « il y a peut-être un tunnel et il y a peut-être un moment où vous serez jugé », c'était quelque chose qui était un peu trop nouveau au moment où c'est sorti, en 94, et je crois que les gens ont mis du temps à comprendre ma démarche. Et de même que dans Le Père de nos Pères, vous évoquiez, je montrais toutes les théories, là dans les Thanatonautes, je montrais toutes les mythologies, tout ce qui a été dit dans le livre des morts égyptiens, le livre des morts tibétains, oui, sur le plan de la connaissance, c'est très riche, mais bon, ça n'est pas parce que vous avez touché moins de public qu'il est forcément moins bon, là. Ne jugez pas cela uniquement ça m'a fait par mal. Rapport au retour. Si, de la même manière que je vous disais, j'étais très heureux de voir que l'ultime secret avait touché un énorme public, enfin, en tout cas, avait touché un public très rapidement. J'étais très peiné de voir que les Thanatonautes, d'abord, étaient peu évoqué par les médias, voire pas évoqué par les médias, et ensuite n'arrivait pas à prendre sa place dans les librairies, parce que ce sont des petits-enfants, et pour moi, leur progression, c'est une progression auprès du public. J'écris pour être lu, et j'espère faire un art populaire. Pour moi, l'art, c'est forcément populaire, c'est fait pour toucher le grand public, tout le monde. L'ultime secret, là, nous quittons les origines que nous avions dans Le Père de nos Pères, et nous arrivons dans ce qu'est l'homme, tel qu'il est aujourd'hui, avec son cerveau, et avec ce que nous savons, c'est-à-dire que nous n'utilisons
qu'une très faible part de ce cerveau. Puis, autre question qui est posée, qui est fondamentale, qui est une des questions les plus importantes d'aujourd'hui, c'est une espèce de concurrence ou de mise en parallèle entre le cerveau humain et le cerveau des ordinateurs. Est-ce qu'un jour, l'ordinateur va pouvoir avoir une autonomie telle, ou ce qu'on appelle un état de conscience, qui va lui permettre de dépasser le cerveau humain? Il le dépasse déjà dans beaucoup de domaines, mais de permettre d'avoir une autonomie. Voilà. C'était la grande problématique de l'ultime secret. À vrai dire, l'idée m'est venue la première fois où je me suis fait battre aux échecs par un ordinateur. Je me suis dit, putain, excusez-moi, bon sang, cette machine arrive à mieux jouer que moi, alors que bon, j'avais quand même, je sais pas, 10 ans d'échecs, et puis, de pratique du jeu d'échecs, et j'avais fait la compétition. Puis je me disais, mais moi, j'aurai tout le temps des petites faiblesses, cette machine n'en aura pas. Et je me suis posé cette question, je me dis, pourquoi ne pas remplacer le président de la République, dans ce cas, par un ordinateur, qui lui, l'ordinateur ne sera jamais corrompu, l'ordinateur ne pensera jamais à être élu au prochain septennat, l'ordinateur ne se demandera pas, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour mes descendants, pour qu'ils soient bien placés après mon règne. Donc, l'ordinateur étant bien programmé, je me suis dit, il pourrait être un meilleur président de la République que nos présidents de la République humains. À partir de là, il y avait cette idée, j'ai écrit une petite nouvelle à partir de ça, il y avait cette idée, qu'est-ce qui fait notre spécificité d'être humain? Et l'ultime secret répond en partie là-dessus, à savoir, si les ordinateurs arrivent à être aussi intelligents que nous, qu'est-ce qui fera notre différence? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, un humain est plus intéressant qu'un ordinateur? Et la réponse est un peu transmise dans le livre, mais c'est 3 éléments, c'est l'humour, l'amour et l'art. La machine ne peut pas avoir d'humour parce que l'humour est un processus de survie pour supporter l'agression du monde. Or la machine n'a rien à fiche de recevoir des coups ou d'être débranchée. L'amour, c'est une notion complètement abstraite qu'a inventé l'homme, ce n'est pas la reproduction, c'est une sorte d'émotion gratuite proche de la folie qui amène les êtres à vouloir se dépasser. Un ordinateur n'aura pas envie de se dépasser par amour pour un autre ordinateur, ou en tout cas pas encore. Et l'art, ça fait encore partie de cette folie, c'est le besoin de représenter des choses juste pour un sens subjectif de l'harmonie, de l'esthétisme. Et à travers donc l'ultime secret, je voulais faire prendre conscience à mes lecteurs de ça, que notre spécificité de cerveau humain, c'est l'humour, l'amour et l'art. On pourrait rajouter la spiritualité, on pourrait en rajouter... Je le mets dans l'amour. L'amour est une notion très vaste qui donne envie à l'homme de se surpasser, qui donne envie à l'homme de connaître l'univers, qui donne envie aux hommes d'aller les uns vers les autres. Et alors, c'est la spiritualité. Ce que vous montrez aussi, c'est les potentialités extraordinaires du cerveau humain qui ne sont pas utilisées par les individus, sauf s'il y a une motivation. Voilà. Donc le très important, c'est la motivation. Et ce que vous avez inventé, qui est assez étonnant, à partir d'une trépanation, on n'en dit pas beaucoup plus, c'est justement que la motivation va être surmultipliée chez votre personnage principal, parce qu'il va recevoir un plaisir absolument exceptionnel s'il réussit un certain nombre de gageurs, qu'il finit par réussir, parce qu'il a justement ce but à atteindre qui est le plaisir. Oui, parce que tout ce que nous faisons par plaisir. Là, si je vous parle, c'est parce que je prends du plaisir à parler, à discuter avec vous. Si les gens m'écoutent, j'espère qu'ils ont du plaisir. Et il ne faut pas oublier ça, c'est que tout ce qu'on fait est légitimé par une volonté d'avoir une petite sensation de plaisir supplémentaire, et que nous avons été programmés pour ça. Si nous faisons l'amour physiquement, c'est parce qu'on a été programmés dans nos hormones pour avoir cette recherche afin de perpétuer l'espèce, même si nous mangeons. Oui, en fin de compte, l'espèce se sert de notre plaisir pour se perpétuer. Exactement. On peut dire ça aussi. Et c'est pour ça qu'il faut recentrer... Où est la liberté, là? Eh bien, nous dépendons de notre plaisir. Nous avons tout le temps cette carotte qui nous dit « fais ça, ça t'apportera du plaisir ». Et à un moment, j'évoque une scène dans l'ultime secret qui m'a été rapportée d'un milliardaire qui se retrouvait sur un yacht ayant fait l'amour à 3 jeunes femmes qui devaient avoir 30 ans de moins que lui, qui, regardant, en fumant un cigare et en buvant du champagne au loin à l'horizon, s'est dit « bon, et maintenant je fais quoi ?» Et cet homme étant arrivé au summum des plaisirs qui sont... présenté dans les médias, n'avait plus de motivation. Et n'importe quel être humain
même qui n'est pas milliardaire, qui n'a pas les 3 filles, qui n'a pas le yacht et tout, mais qui a envie de se surpasser, va aller plus loin que lui. Et lui, il va être sur la pente descendante, et le moins de petits jeunes motivés va finir par gagner dans le futur. Et là, dans l'ultime secret, Bernard Werber, le personnage qui symbolise ce milliardaire, vous allez lui trouver des aventures assez désopilantes pour que justement il ait envie de continuer. Sa chaîne séculaire avait donc étudié, tant médité, qui savait tout de tout. Il lui restait pourtant un oubli à combler, car il avait omis d'avoir été voyou. En manière d'adieu du haut de la montagne, à la face du monde, il ouvrit son manteau. Lui, de son auréole, il se fit comme un pagne et se mit à scander la danse des gros mots. C'est le Bernard Werber révolté, là, qui choisit cette musique. Non, non, c'est le vaccin que je vous ai dit contre l'ego. Moi, j'aime bien cette chanson parce qu'elle dit le type, après avoir tout réussi, en fait, il s'est aperçu qu'il avait oublié de dire des mots grossiers, donc il monte sur la montagne et là, il se lâche complètement. Et c'est exactement la vision que j'ai du monde. Il faut surtout pas se prendre au sérieux. Il faut au contraire ne jamais oublier de se lâcher à fond par moment. Et c'est pour ça que je mets tout le temps de l'humour dans mes bouquins, justement, pour pas que surtout que ça ait l'air de livres qui sont là pour donner des leçons. Je suis là pour informer, pour transmettre des idées, pour transmettre des questions, et surtout pas pour me prendre au sérieux. Non, pas de leçon, mais il y a quand même une quête de sens chez vous. Ah bah oui. Il y a des valeurs éthiques fortes, on l'a déjà vu. Par exemple, lorsque il est question de la drogue, dans plusieurs de vos ouvrages, vous êtes là extrêmement ferme pour montrer qu'il faut s'en passer, et qu'il y a d'autres moyens d'atteindre l'extase que les moyens artificiels. Et je dirais même que par rapport à la violence aussi, vous avez des réponses fermes et nettes. Donc vous n'êtes pas indifférent par rapport aux grands problèmes moraux. Je suis conscient quand même qu'en écrivant, je suis lu par des tas de gens, il faut que j'arrive à transmettre les valeurs qui me sont chères, qui me semblent évidentes. La drogue, c'est une impasse, la violence, c'est une impasse. Donc si je peux dire aux gens, vous prenez pas un train dans la figure, vous pouvez mettre votre énergie dans d'autres choses comme l'art, qui me semble la grande force du troisième millénaire, ou la création de groupes d'entraide. Ça peut paraître surprenant que je dise ça, ou évident, mais c'est forcément le futur. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé par les fourmis. Les fourmis, c'est un système d'entraide, c'est un système qui fonctionne, de société qui fonctionne, et c'est un système dans lequel les êtres ne sont pas exclus. Notre société humaine a un drame actuellement, nous avons de plus en plus d'outils de communication, et nous communiquons de moins en moins. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est recréons des sortes de communautés dans lesquelles les gens se remettent à parler. On voit un peu ça sur Internet, on voit un peu ça grâce aux nouvelles technologies, et remettons du sens, remettons une volonté. N'oublions pas, nous sommes là pour que nos enfants soient plus heureux que nous. Nous sommes là pour passer le relais, nous sommes là pour préparer une société dans laquelle il y aura de l'eau qui ne soit pas souillée, de l'air qui ne soit pas souillé, et pas des gens qui ont envie de s'égorger les uns les autres. Le sens, c'est le bonheur, ou il y a, en plus du bonheur, une quête spirituelle à accomplir? Le sens, c'est l'ouverture de la conscience. Alors, je ne sais pas si vous le mettez dans le bonheur ou dans la quête spirituelle. L'ouverture de la conscience, pour moi, d'abord, c'est censé être un bonheur, mais c'est aussi censé
surpasser notre cerveau. On est à 10%, Einstein disait que nous n'utilisons que 10% de notre cervelle. Je crois que l'ouverture de la conscience, ça serait 11, 12, 13%. C'est une manière d'être dans le monde, c'est dur de dire ça avec des mots, c'est une manière d'être dans le monde, conscient de ce qui se passe et pas limité à son propre à sa propre enveloppe de peau, à ses propres petits soucis égoïstes. C'est une manière de se dépasser. Et je crois, bon, là je viens d'avoir 40 ans, je crois que quand on a 40 ans, on peut plus pédaler juste pour de l'argent, de la gloire ou de la famille. Il faut trouver autre chose qui nous donne envie de nous surpasser, autre chose qui nous donne envie de nous sentir bien dans cet univers. Et je dis plus dans ce monde, mais dans cet univers, parce que je crois que maintenant, le rapport de l'homme, c'est un rapport d'harmonie avec tout deux choses le différentes, cosmos. parce qu'on peut très bien être en harmonie avec le monde, c'est-à-dire en état de bien-être avec à la fois ses proches et en même temps avec la nature et avec le cosmos, sans développer forcément le potentiel de son cerveau. Je considère que Donc si, là, si on est intelligent, non, le meilleur mot c'est encore conscient, si on est conscient, parce que c'est vrai qu'il y a des gens intelligents qui sont pas en phase avec le monde et qui peuvent être même violents et destructeurs. Alors c'est pour ça que je préfère le mot conscient. Si on est conscient, automatiquement, on se met dans cette énergie, bon, le mot est un peu simpliste d'amour, mais j'aurais aimé qu'il y ait d'autres synonymes d'amour, qu'on puisse arriver à exprimer plus de nuances. Mais si on est conscient, on a envie d'être en harmonie avec la nature, avec le cosmos, avec les autres, avec soi-même. C'est une forme de conscience, c'est un progrès, c'est ce que j'appelle une mutation. Nous sommes en train de muter. Ce troisième millénaire qu'on dit spirituel ou qui ne sera pas, c'est un troisième millénaire où les êtres auront passé un cap, ce que j'appelle dans l'état autonote le passage du stade du 4 au stade du 5. C'est-à-dire le 4, il est encore proche du 3, l'animal, 3 étant l'animalité, le premier stade du mammifère. 4, c'est le croisement, nous sommes dans l'épreuve. Serons-nous capables de devenir des 5, c'est-à-dire des êtres spirituels, sages, conscients, d'être non plus juste des animaux en train de conquérir leur planète, mais des êtres qui doivent être en harmonie avec cette planète et le cosmos, donc ils doivent peut-être arrêter leur croissance et leur progrès et leurs invasions. C'est que vous pensez qu'en développant notre conscience, nous allons pouvoir accélérer le processus d'évolution. Évidemment, nous avons la chance, notre génération, on n'a pas vu la Deuxième Guerre mondiale. Tous les grands drames sont un peu terminés. Nous mangeons tous les jours. Nous ne sommes pas obligés de travailler à l'usine au point où on est tellement crevé qu'on ne peut plus réfléchir. Nous avons la possibilité de nous arrêter, de réfléchir et de penser l'humanité. Comme ça, tous, toutes les personnes, on peut s'autoriser à se demander vers quelle humanité on va. Ce processus va s'accélérer. C'est-à-dire que dès le moment où on pense à l'humanité, on se dit il faut que l'humanité aille vers un avenir de non-violence et un avenir dans lequel nos enfants puissent trouver de l'eau et de l'air. Et ça veut dire l'arrêt de cette croissance stupide, de ce système qui veut que toujours plus de biens de consommation, toujours plus de territoire, toujours plus d'influence. Il faut arriver à un moment de stabilité, d'harmonie avec soi, avec les autres. Et là, vous restez à l'intérieur de l'humanité sans vous poser la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Si, c'est le thème du livre sur lequel je suis en train de travailler, qui s'appelle Le monde des dieux, et dans lequel j'essaie de me demander, est-ce qu'il y a une volonté derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un système au-dessus de notre système? Est-ce qu'il y a une dimension supérieure et dont mes personnages tendent à essayer de comprendre ça? Réponse plus tard, alors. Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Bernard Werber qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord Le Monde de l'eau de Loïc Etienne, disque Concorde, composé à partir du livre du voyage. Puis Malenia, chanson de Richard Gottener, Alléluia. Puis Le Monde de la Terre, donc du même disque de Loïc Etienne que vous entendez actuellement.
intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas, préparée avec la collaboration de Sandrine Chaperon. À la technique, Yann Frécy, chargé de réalisation, Vanessa Nadjar. Alors, le dernier ouvrage de Bernard Werber est publié chez Albin Michel, d'ailleurs comme pratiquement tous ses ouvrages, même, sauf ceux qui sont passés en livre de poche, s'intitule L'Ultime Secret. Je vous en recommande vivement la lecture. Nous avons évoqué l'Empire des Anges et les Thanatonautes. L'Ultime Secret est un peu à jumeler avec le Père de nos Pères, puisqu'on retrouve les mêmes héros. Vous avez la trilogie des fourmis, dont nous n'avons pratiquement pas parlé. Vous avez l'encyclopédie du savoir relatif absolu, qui n'est pas un de mes préférés, et vous avez le livre du voyage, qui est effectivement un livre intéressant, mais j'imagine, je suppose, j'espère que dans 10-15 ans, nous aurons sur le même thème quelque chose d'encore plus fort et d'encore plus original. Je vous rappelle que vous pouvez rentrer en relation avec nous à l'adresse suivante sur la toile franceculture.com. Et sur la toile, vous avez même un site Bernard Werber en un seul mot, .com. La semaine prochaine, mon invité